대량 Tout d'abord, à vous tous, je vous exprime mes salutations en souhaitant que vous tous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du cycle d'enseignement des Aryak Shema. Le sujet d'aujourd'hui, porte sur le texte des versets autobiographiques de Mikio Dorji intitulé Les excellents agissements. Et dans ce texte autobiographique des excellents agissements, nous abordons aujourd'hui la 3e excellente action. Donc, pour revenir au plan, dans le commentaire de Sangyepal Drup, donc dans le passage central sur la méditation de l'esprit d'éveil, la bodhicitta relative, il y a deux parties. Il y a la partie principale qui est le fait d'échanger soi avec les autres, et la deuxième partie qui est le fait de prendre l'activité comme chemin, comme pratique de post-méditation. Et dans cette deuxième partie, donc prendre l'adversité comme chemin de post-méditation, eh bien, on a vu qu'il y avait 10 sous-parties. Et nous avons abordé les deux premiers. Et donc, la première était comment intégrer les pertes de biens sur le chemin. La deuxième, comment intégrer le fait que l'on nous nuise comme chemin. Et aujourd'hui, donc, dans cette 13e action, nous abordons le 3e sous-thème qui est intégrer la parole comme voie. Alors, la 13e strophe se lit afin d'apporter bonheur et bienfait à tous les êtres, emplissant l'infini, emplissant l'espace infini. J'ai exprimé les agréables paroles expliquant ce qui est à faire et à ne pas faire. Comment aurais-je prononcé à un quelconque moment des mots blessants qui nous fourvoient, moi-même et les autres? Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Donc, comme donc ce strophe est sur la strophe, et de nos jours, la plupart des pratiquants du Dharma qui disent avoir ouvert les yeux sur le fait de savoir ce qui doit être accompli, ce qui doit être rejeté. Des pratiquants du Dharma s'expriment ainsi en disant, en s'exprimant ainsi, mais leur conduite au niveau du corps et de la parole ne concorde pas. Leur comportement, d'une façon générale, ne comporte pas avec le Vinaya des 3 véhicules. Non seulement cela, mais beaucoup de personnes qui portent le nom de lama ou pratiquants du Dharma, au niveau de leur comportement, globalement, non seulement ne correspond pas avec le Vinaya des 3 véhicules, mais en plus de cela, donc n'est pas conforme à ce qui est enseigné dans les sutras et est en contradiction même avec l'Abhidharma. Et bien sûr, comme ce comportement n'est pas en accord avec les Écritures, ils ont donc cette ruse de soit d'une part cacher leur mauvaise conduite, ou alors de prétendre que ces mauvaises conduites, en fait, sont des qualités. Donc,
ils disent que en fait qu'ils ont des grandes qualités et prétendent que ces actions inutiles qu'ils accomplissent, qui ne sont pas en accord avec les Écritures, eh bien, sont en fait des actes d'une grande utilité, d'une grande nécessité. Et finalement, donc tous ces comportements qui vont à l'encontre, qui sont contradictoires aux enseignements dans les Écritures, et ces comportements donc qui sont contradictoires et qui sont nuisibles non seulement à eux-mêmes, mais également à leur entourage, eh bien, ils prétendent que ce sont des activités d'une grande nécessité, de grands bienfaits. Et en résumé, en se comportant ainsi dans leur ignorance et leur obscurité, ils demeurent dans la confusion sur ce qui est nécessaire véritablement au niveau du comportement nécessaire à accomplir et ce qui est nécessaire à abandonner dans cette vie. Et donc simplement distrait par le fait d'avoir une renommée, d'un nom prestigieux, ils se complaisent dans leur comportement et ils se réjouissent de voir d'autres pseudo-lamas se comporter comme eux. Et par conséquent, en fait, lorsqu'ils rencontrent de tels pratiquants qui se comportent un peu comme eux, ils sont contents. N'est-ce pas? Ils aiment bien donc s'acoquiner avec des pratiquants qui se comportent comme eux et ils sont très contents et ils s'auto-congratulent, ils se félicitent eux-mêmes en se disant « Oh, votre conduite est en accord avec le Vinaya, vous avez maîtrisé la bodhicitta, vous avez les grands aspects de la libération du véhicule des mantras secrets, votre conduite est excellente, votre vue est grande, vous avez maîtrisé vos expériences de méditation sont remarquables, etc. Vous êtes généreux, d'une grande intelligence. Et en fait, ils se trompent eux-mêmes, simplement en se faisant des faux éloges. Tout simplement parce que ces pratiquants se comportent de façon similaire en pratiquant comme le dharma comme ça leur arrange. Et Et le problème, c'est que ces comportements ne sont pas en accord avec les enseignements. Mais ils vont s'arranger en se disant non, non, en fait, ce sont les enseignements du Bouddha, les écritures, en fait, ne devraient pas être compris au sens strict. Ce sont des enseignements symboliques, pédagogiques. Et donc, en fait, ils essayent de détourner la compréhension du sens authentique des enseignements. Et aussi, une autre façon de détourner cela, ils disent « Oh, les enseignements du Bouddha, ils sont profonds, mais nous vivons à une époque dégénérée. Et ces instructions de discipline, en cette époque de dérégence, il est difficile de les mettre en œuvre. L'essence est simplement consiste à pratiquer les instructions secrètes ou des instructions essentielles du maître, et en pratiquant ainsi, il n'y a aucun tort. Simplement donc, se contenter sur les instructions essentielles du maître et ça suffit. Si vous suivez simplement les instructions essentielles, les instructions condensées des maîtres, le reste, vous pouvez, sans trop y prêter attention, eh bien, vous êtes dans la bonne voie de cette façon. Et en s'exprimant ainsi, donc ces maîtres trompent leurs disciples. Néanmoins, Mikyo Dorje, lui, il n'a aucune intention de tromper les autres.
Et lorsqu'il réalise que tous ces pratiquants qui ont des grands noms et qui n'enseignent pas un véritable dharma, qui se conduisent de façon incorrecte et que de cette façon, ils conduisent leur entourage sur un chemin qui est erroné, un chemin qui ne mène pas à la libération, eh bien, le huitième Karmapa Mikyo Dorje donc exprime clairement que il n'y a pas de mensonge ou de tromperie qui soit pire que cela. Il dit, donc ces personnes qui s'expriment de cette façon, en fait, trompent de la façon la plus grave les gens. Pourquoi? Parce que ils trompent sur ce qui est véritablement bénéfique, sur les bienfaits qui mènent au monde supérieur et à l'obtention de la libération véritable. Et par conséquent, c'est très grave d'adopter ce genre de comportement et de mensonges, de paroles, de faux semblants du Dharma. Et en particulier, dans le cercle de Karmapa Mikyo Dorje, il y a des gens qui ont vraiment la capacité de comprendre le sens des enseignements conformément aux Écritures. Et par rapport à ces disciples-là, Mikyo Dorje leur a vraiment enseigné les paroles du Bouddha sans erreur, sans essayer d'édulcorer ou de transformer les paroles du Bouddha. Et quand bien même il y avait dans son cercle des disciples qui n'avaient pas la capacité de comprendre les mots mêmes des saintes écritures, eh bien il leur enseignait ce qui convenait d'adopter comme attitude, ce qui convenait de rejeter comme action nuisible, en utilisant soit des dictons, des histoires drôles, des récits pour mettre en lumière les défauts de telle ou telle conduite, etc. Et en réfutant ainsi tout mauvais comportement, soit de façon directe ou indirecte. Et ainsi, sa façon de s'exprimer pouvait différer suivant l'auditoire à laquelle il avait affaire, mais son souci était vraiment donc d'enseigner le véritable dharma, ce qui convenait au niveau du comportement d'adopter, c'est-à-dire les actions vertueuses, et au contraire d'abandonner toutes mauvaises actions qui sont cause de souffrance d'une façon ou d'une autre. Et une des caractéristiques du huitième Karmapa Mikyo Dorje était toujours dans sa façon de s'exprimer, de montrer le souci de comment aider les autres, peu importe que ces personnes soient grands ou humbles. Et il était toujours en termes, aussi bien en termes de dharma que dans les affaires du monde. Il était très clair en ce qui concernait, il était très clair, très franc en fait dans sa façon d'exprimer, en disant en appelant des défauts ce qui était des défauts et en appelant les qualités ce qui était des qualités. Il était très direct là-dessus. Il n'essayait pas donc d'embrouiller les gens là-dessus. Donc, ceci dit, en toutes circonstances, Mikyo Dorje était très direct. Il appelait les défauts, les qualités. Il était très clair là-dessus, à quiconque il s'adressait. Et donc, il était très clair, aussi bien en termes de dharma que dans les affaires du monde. Il était très clair, ce qui était défaut était des défauts, ce qui était des qualités était des qualités. Et comme il était très clair, très franc à ce sujet, eh bien, ça a permis à beaucoup de ses proches de comprendre
dans son entourage ce qui était négatif, ce qui était positif. Et notamment, parmi ces étudiants, ceux qui étaient les plus avec de grandes capacités, ils avaient une grande confiance du coup dans les résultats karmiques en la loi de cause à effet, ce qui apportait le bonheur, ce qui apportait la souffrance, aussi bien dans cette vie que dans les vues futures. Et pour cette raison, donc ces étudiants proches qui avaient de grandes capacités, ils avaient cette capacité de discerner ce qui était bon, ce qui était mauvais en termes d'action, de comportement. Et comme ils avaient cette clarté de vue sur le comportement, ils avaient en leur esprit vraiment une certitude par rapport à ce sujet-là. Ils voyaient les tenants et les aboutissants qui font que pourquoi telle action est à proscrire, telle action est à cultiver. Quelles sont les conséquences du fait d'agir de telle façon négative ou de telle façon négative, etc. Et au contraire, quels sont les bienfaits de s'engager dans telles actions vertueuses, etc. Et ces disciples de Mikkyo Dorje étaient tellement clairs sur ce sujet qu'aucun maître autre des mauvais maîtres pouvait les tromper sur ce sujet. Aucune parole ne pouvait les détourner de leur compréhension de ce qui était juste dans le comportement ou pas. Et donc ces disciples étaient vraiment tellement donc clairs sur ce sujet que tous les enseignements, tous les mauvais enseignants qui pouvaient les approcher, ils les voyaient aussi bien ces mauvais enseignants que leurs propos, leur idéologie pour donc justifier leur transgression, etc. Ils les voyaient vraiment comme étant comme des excréments. Et donc ces disciples ne suivaient pas du tout ces mauvais pratiquants. Et donc ces pratiquants sérieux qui suivaient Mikkyo Dorje avaient une foi sincère vis-à-vis de Mikkyo Dorje parce que leur foi était appuyée sur la sagesse qui comprenait la conséquence des actions, les causes et conséquences de certains types de conduite ou d'une autre, etc. Et ainsi, ces étudiants de Mikkyo Dorje étaient capables de grande compassion, de développer les qualités liées à la compassion basées sur leur discernement de quelles actions étaient vertueuses, quelles actions étaient négatives, ce qui était du véritable dharma, ce qui n'est pas du dharma. Et ainsi, beaucoup dans le cercle du 8e Karmapa qui lui faisait des éloges en lui disant qu'il était à l'image de Satyapandita, qu'il apportait vraiment toute la compréhension voilà, il faisait des louanges en disant que vraiment c'était le maître qui permettait de ne pas être trompé par les mauvais enseignants, qui était capable de mettre en lumière tous les défauts des mauvais enseignants, et Mikkyo Dorje également les réprimandait, soit de façon directe ou par des plaisanteries. Il était vraiment clair là-dessus. Mikkyo Dorje ne proclamait jamais des défauts comme des qualités. Il n'essayait pas de faire passer des qualités pour des défauts. Et donc très clair aussi bien dans par rapport aux voies mondaines que ce qui était le véritable Saint Dharma. Et comme il éclairait tellement bien,
de façon assez claire sur ce sujet-là que beaucoup de gens, de proches lui faisaient des éloges, le comparaient à Sakya Pandita. Mais à l'opposé aussi, puisqu'il mettait si bien en lumière ce qui était les défauts des mauvais pratiquants, les qualités de ceux qui pratiquaient de façon authentique. Donc il y avait des gens aussi qui n'aimaient pas du tout cette façon de se comporter. Et, donc il y avait des gens qui essayaient par tous les moyens de discréditer le huitième karmapa Mikyo Dorje. Donc, alors, en particulier, donc il a en particulier donc tous les mauvais maîtres, ceux qui étaient très concernés par les activités mondaines ou alors les moines qui faisaient belle figure mais que derrière en fait avaient un mauvais comportement et du coup parlaient de façon trompeur pour justifier leur conduite inconvenant, ou ceux qui étaient rancuniers vis-à-vis de Mikyo Dorje, ceux qui étaient arrogants et ceux qui étaient des yogis de faible capacité ou incompétents. En fait, toutes ces personnes à ce moment-là, donc, se sont sentis un peu visés par la franchise du Karmapa Mikyo Dorje et donc il le blâmait en disant oh il ignore Mikyo Dorje, il ignore tout le monde, il ne cherche qu'à rabaisser tout le monde, etc. Et à ce sujet-là, on parle du mauvais karma de rejeter le dharma. C'est-à-dire donc ceux qui, vous savez, donc les gens qui, au regard des pratiquants authentiques ou de ceux qui parlent de façon authentique du Saint Dharma et qui commencent à dire, qui critiquent les véritables enseignements, les véritables maîtres, c'est ce qu'on appelle le karma du rejet du dharma. Et à ce sujet, on trouve cela, par exemple, dans la Prajna Paramita aux 100 000 versets, où il est dit, peu importe combien les imbéciles critiquent un bodhisattva dont son cheminement est irréversible, et de même pour un tel enseignant du dharma, plus les imbéciles les critiquent et plus la pratique de ce bodhisattva qui est qui a un niveau de irréversibilité sur son cheminement, plus eh bien sa pratique augmente. Donc les gens dans l'ignorance, dans la confusion, auront beau dire ce n'est pas le dharma, ce n'est pas le vinaya, ce n'est pas ce qu'a enseigné notre maître, etc. Tous ceux qui en fait ainsi critiquent, disent des mauvaises paroles au regard de bodhisattva authentiques, eh bien ils auront beau mal parler de ces bodhisattvas authentiques, eh bien ça ne fera rien faire que d'accroître la persévérance des bodhisattvas authentiques. C'est la raison pour laquelle le point important, en bref, d'une façon générale, lorsqu'on parle des bodhisattvas ou des êtres saints, lorsque des gens donc se mettent en colère et critiquent les êtres saints ou montrent de la haine vis-à-vis des bodhisattvas, etc., en fait, ces personnes qui critiquent, en fait, elles se conduisent de façon très mal. Et en fait, dans les sutras, c'est ce que l'on appelle le démon de l'enfant divin. Donc c'est un des 4 types de démons.
Et notamment, donc, le fait de voir les grands bodhisattvas ou les saints enseignements authentiques comme étant quelque chose qui nuit à ses intérêts personnels et puis en retour, donc par haine, critiquer ou essayer de vouloir faire du tort, c'est ce qu'on appelle dans les sutras et aussi dans les tantras, on appelle ça le démon de l'enfant divin. Donc vous avez déjà, lorsqu'on parle notamment des 4 grands types de démons, vous avez dû entendre ce terme de démon de l'enfant divin. Eh bien ici, c'est ce qu'on désigne ici lorsqu'on parle du démon de l'enfant divin, c'est donc le fait d'avoir ce comportement démoniaque en fait de s'attaquer à ceux qui personnifient véritablement les saints enseignements pour protéger leur intérêt personnel. Et nous, en tant que pratiquants, on doit être très attentifs à cela, très attentifs à ne pas se laisser emporter par ces mauvais pratiquants, à ne pas se laisser influencer par ceux qui pratiquent, à ceux qui critiquent les pratiquants authentiques. Donc donc ça c'est le point qui est important pour nous en tant que pratiquants. Donc nous, au sein de la communauté de ceux qui pratiquent le dharma, donc il y a ce danger. Il y a des gens, par exemple, qu'on aime bien, qui pratiquent le dharma, et qui peut se faire influencer. Alors, donc des pratiquants du dharma qui, pour protéger leur intérêt personnel, eh bien, vont aller à l'encontre d'une pratique authentique et ces personnes peuvent nous influencer. Et dans ces situations, on parle de démons de l'enfant divin. Bien sûr, je ne dis pas ici que ce sont des mauvaises personnes, mais à partir du moment où on entre dans la pratique du dharma, le danger d'être corrompu par ces influences démoniaques est forte. Et par conséquent, c'est notre responsable la responsabilité de chacun d'entre nous d'être attentif à cela, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de démons, on ne parle pas de formes démoniaques effrayantes ou des esprits effrayants qui viennent tourner autour de nous d'une façon visible. Ensuite, un autre point important, qu'on doit comprendre, que vous devez comprendre. Donc, parmi toutes les différents karmapas, dans la lignée des karmapas, celui qui a été le plus prolifique en écrit, qui a écrit le plus d'ouvrages, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Qui est de tous les karmapas celui qui a écrit le plus? Eh bien, si on regarde toute la biographie, celui qui a la littérature la plus abondante, qui a écrit le plus, est le deuxième, Karmapakshi. On dit qu'il a écrit des œuvres aussi volumineuses que le Kangyo. Donc, toutes les œuvres du deuxième Karmapakshi, en fait, lorsqu'on les rassemble, c'est aussi volumineux que le Kangyo. Donc, c'est vraiment, il a écrit d'une façon abondante, le deuxième. On parle d'un superviseur de monastère. Donc, à l'ancienne, en fait, tous les œuvres du deuxième Karmapa ne sont plus
n'ont pas tout été préservés. Non, dans l'histoire, en fait, à l'époque de la révolution culturelle, le moine qui était en charge de la bibliothèque de Tsurpu, du monastère de Tsurpu, en fait, n'a pas été en mesure de préserver en fait tous ses œuvres pendant l'invasion du Tibet lors de la révolution culturelle. Donc, une partie de ses œuvres ont été perdues au monastère de Tsurpu. Mais ensuite, après le deuxième Karmapa, celui dans la lignée des Karmapas qui a écrit le plus, on peut dire que c'est Mikyo Dorje. Il n'y a pas d'erreur à dire cela. Et il a écrit, ses œuvres sont rassemblées dans plus de 20 grands volumes. Non seulement il a écrit beaucoup en quantité, mais le contenu de ses écrits, en fait, sont très complets. Cela inclut notamment les sutras, les tantras et également des domaines de sciences d'une façon générale. Par exemple, à l'âge de 27 ans, il a écrit sur un commentaire sur l'Abhidharma. Il a également écrit des commentaires sur la voie du milieu, Madhyamika, ainsi que sur la sagesse, Prajnaparamita, le Vinaya, l'Abhidharma. Et ces commentaires sont très approfondis, complets. Et également des commentaires sur les rituels, les sadhanas, et aussi sur des instructions de comment pratiquer le grand véhicule. Et en résumé, donc tous les œuvres de Mikyo Dorje prennent ainsi donc une vingtaine de volumes. Et lorsque j'étais petit, j'ai trouvé quelques volumes des œuvres de Mikyo Dorje, et ces volumes, elles sont vraiment énormes. C'est vraiment des gros volumes qu'on a même du mal à porter. Et ces volumes, ces énormes volumes, il y en a une vingtaine. Et en plus de cela, si on pense simplement à ces œuvres poétiques, ces œuvres sur la poésie, donc il y a trois sur les textes on parle trois différentes sections de poésie. Donc je peux pas donc sans rentrer dans les détails, mais concernant donc la poésie, on distingue trois sections. Donc il y a un style de poésie où on peut lire d'un sens ou dans un autre. Donc c'est une forme de poésie où en fait où on peut comprendre en lisant dans différents sens. Et en fait c'est difficile, c'est un art poétique difficile parce que justement ça implique le fait que l'on puisse lire dans différents sens. Et en bref, Mikyo Dorje était très habile dans ces différents styles de poésie. Donc, non seulement donc Mikyo Dorje était très habile et, dans l'écriture de la poésie, qu'il utilisait beaucoup de techniques de poésie, mais également le sens de ses écrits était profond. Et donc également, ce qui est remarquable dans les écrits de Mikyo Dorje, c'est qu'il ne se contentait pas simplement de prendre les mots utilisés par les maîtres du passé. Il faisait vraiment des recherches
pour utiliser les mots justes par rapport aux écritures, etc. Donc, il y avait vraiment dans son style d'écrire, non pas simplement le fait d'utiliser les expressions des maîtres du passé, mais vraiment, il y avait une recherche des mots. Et, et, et ces commentaires, en fait, d'une façon globale, tous les commentaires qu'il a écrits s'est avéré être très bénéfiques par la suite, non seulement pour les Kamsan Kagyu, mais d'une façon générale pour la lignée Kagyu et d'une façon encore plus générale pour les différentes lignées qui se sont développées au Tibet. En particulier, lorsque l'on regarde ses écrits sur les commentaires qu'il a fait sur le Vinaya, la discipline monastique, et bien même des grands maîtres de la lignée Gelugpa en fait s'appuient sur ces commentaires. Si on a le temps, j'aimerais bien en fait pouvoir vous développer un peu plus sur ce sujet. Mais aujourd'hui, le point principal sur lequel je parlais, c'est sur un court texte. Et je pense qu'on va marquer une pause à partir de maintenant. Et je vais vous introduire ensuite un bref texte. Alors, comme on vient de dire, Mikyu Dorje a écrit énormément. Et parmi ses nombreuses œuvres, donc beaucoup ont été bénéfiques non seulement au Karma Kagyu et d'une façon générale à la lignée de Gampopa, d'Apo Kagyu, mais également ses commentaires sur l'Abhidharma et le Vinaya en particulier ont été utilisés par la suite comme complément de lecture dans de nombreux monastères, Gelugpa par exemple. Donc par exemple des geishés d'Oran, mais en fait donc en particulier, mais d'une façon générale, pour cet exemple, et on parle de ça pour illustrer que la contribution de Mikyu Dorje en fait a rayonné au-delà même de la lignée Kagyu. Et comme on a évoqué juste avant la pause, en fait, on va introduire une brève œuvre de Mikyu Dorje qui est qui est intitulée Présentation des origines de l'enseignant et des enseignements incontestés. Voilà sur la diapo, réponse à des objections de l'ancienne traduction des mantras secrets. Voilà le document en question. Donc donc il y a deux vieux manuscrits, celui de dessus, le manuscrit de dessus, je l'ai eu par la bibliothèque de Drigung. Et notamment, le signe que vous venez de voir montré par le curseur, c'est le sceau qui montre que c'est un texte qui est extérieur et à l'époque du 5e Dalai Lama, l'armée mongole a détruit beaucoup de textes et donc il y a eu par la suite un catalogue des textes anciens pour montrer que ce sont donc des anciens manuscrits, des très anciens manuscrits. Le sceau qui est marqué au-dessus du titre du texte au-dessus. Ce sont des textes qui ont plus de 360 ans. Et alors, le texte est en dessous, donc sur la diapo. Alors, je ne saurais dire d'où vient, de quel monastère il vient. Mais le texte au-dessus est très clairement identifié comme venant de la bibliothèque de la lignée Drigung Kagyu. Alors, parmi les innombrables œuvres de Mikyu Dorje, pourquoi je vous parle de celui-là?
Donc, il porte sur une objection. Donc, ce texte est intitulé Réponse à des objections de l'ancienne traduction des mantras secrets, et il est connu aussi sur le nom de, comme c'est écrit dans le texte sur la diapo, les graines de l'honnêteté. Donc, c'est un texte qui répond à des objections. Alors, en fait, c'est ce texte, quand on regarde le texte, pourquoi en fait c'est un texte donc qui répond à des objections concernant la tradition des Nyingmapa. Et alors, pourquoi je vous parle de ce texte? D'une part, parce que c'est une connexion directe avec le sujet d'aujourd'hui, donc cette 13e excellent agissement. Et aussi parce que ces compositions va avoir par la suite une très grande influence sur les érudits bouddhistes au Tibet. Alors, en fait, avant d'aborder l'œuvre elle-même, il faut comprendre un peu le caractère de Mikhe Dorje dans sa façon d'écrire. Et il faut d'abord donc avoir un peu une idée de comment Mikhe Dorje écrit, et ensuite donc on pourra mieux comprendre la connexion par rapport à ce texte. Alors, d'une façon générale, lorsque l'on pense, comme on a évoqué, Mikhe Dorje, il est très direct, très franc, et il s'exprime d'une façon franche et directe, sans détour, sans garder d'arrière-pensée. Et quand il y a quelque chose qu'il doit dire, il le dit immédiatement, sans détour, sans arrière-pensée, et sans se soucier que si cette personne va apprécier ou pas. Et donc, par ce trait de caractère, eh bien, on le retrouve également dans sa façon d'écrire. Et par conséquent, lorsqu'il trouvait dans des écrits quelque chose qui n'était pas cohérent, eh bien, peu importe si l'auteur de ce texte a été très connu ou pas, il écrivait d'une façon très claire les objections par rapport à ces écrits. Et ensuite, si on ne connaît pas Mikhe Dorje, en lisant comme ça, dans les grandes lignes, ses écrits, on peut se dire que c'est un lama qui est très sectaire, parce que dans beaucoup de ses écrits, il réfute beaucoup de maîtres différents, de différentes lignées. Et donc, ça donne cette impression que c'est un maître qui est très sectaire, qui réfute tout le monde à peu près. Mais en fait, cette impression, elle vient simplement lorsqu'on ne connaît pas Mikhe Dorje, sa façon d'écrire. Mais en fait, lorsque l'on regarde donc sa démarche, on voit que en fait, dans ses écrits, il ne prend pas en compte que c'est... en fait, il met en avant tous le sens du dharma. Ce qui est important pour lui, c'est le sens du dharma. Peu importe qui est... Donc, c'est le sens authentique du dharma. Et par conséquent, lorsqu'il trouve quelque chose qui n'est pas correct, eh bien, il va réfuter. Peu importe si ce maître est un grand maître ou pas un grand maître, peu importe de quelle lignée il appartient. Et de ce fait même, en fait, il vient jusqu'à réfuter même des maîtres de sa propre lignée. À partir du moment où il voit que dans le texte, quelque chose est écrit d'une façon qui n'est, d'un point de vue philosophique, pas correcte ou qui nécessite un ajustement, eh bien, il va le dire. Et il le fait d'une façon très directe. Et par exemple, il fait même, comme on a dit, même des grands maîtres de la lignée Kagu, il va les réfuter, comme il va réfuter, par exemple, des écrits du Shamar Chukidarpa, ainsi que du maître de Shamar Chukidarpa, qui est Golo Chenou, et même des maîtres Kagu qui ont eu une grande affinité avec les précédents Karmapa. Comme par exemple le Panchen Shakya Chugden. Il a écrit énormément de réfutations au Panchen Shakya Dokchen, qui avait des liens très étroits avec un Karmapa précédent. Et par conséquent, en fait, il a si ça s'avérait être nécessaire,
Il réfutait, mais l'idée, ce n'était pas par sectarité ou pas. Son objectif principal était vraiment le dharma. Sa préoccupation principale était le sens des enseignements, les sens des paroles du Bouddha. Et cela primait par rapport même au-delà de l'auteur des écrits. Et par conséquent, lorsqu'il étudiait des textes de grands maîtres et qu'il voyait que quelque chose ne collait pas ou d'un point de vue philosophique ou par rapport au sens profond du dharma, eh bien, il l'exprimait. Il l'exprimait en écrit. Et en bref, lorsqu'il écrivait des commentaires sur les textes, le trait, c'était vraiment le sens du dharma. Ensuite, qui avait écrit les commentaires, etc., c'était secondaire pour lui. Si au niveau du sens du dharma, il y avait quelque chose qui ne collait pas ou qui nécessitait un éclairage différent, eh bien, il l'exprimait tel quel. Et ainsi, il a soulevé de façon écrite de nombreuses objections à l'égard de grands maîtres comme Satya Pandita, de Bopa, Jetson Kappa et d'autres grands maîtres encore. Et en fait, donc sa démarche était vraiment donc de comprendre, de toucher au sens authentique des enseignements. Et comme donc différents maîtres donnaient des éclairages différents par rapport au sens des enseignements du Bouddha, eh bien, par rapport à ses propres recherches, il disait, eh bien, ça, c'est cohérent, ça, c'est pas cohérent. Pour quelle raison ceci est cohérent, ceci n'est pas cohérent. Donc, il donnait en fait son opinion, mais vraiment dans le souci d'éclairer le sens authentique des enseignements. Et par exemple, et également, il avait aussi dans d'autres textes fait l'éloge de ses grands maîtres comme Satya Pandita. Donc, il y a beaucoup de textes de Mikyo Dorje où il fait l'éloge des grands maîtres qu'il étudie, comme Satya Pandita, comme on vient de dire, Dolpopa, Tsongkhapa, etc. Mais lorsque on parle philosophie, lorsqu'on cherche le sens du dharma, eh bien, s'il y a quelque chose à dire concernant le sens primant, eh bien, il n'hésitait pas à dire que tel maître, en fait, a écrit telle chose qui n'était pas correcte, etc. Lorsqu'il s'agissait il avait, en fait, c'est comme ça qu'on comprend pourquoi il fait ses réfutations. Il utilisait en fait donc sa clairvoyance, sa logique, sa rigueur dans ses recherches des écrits. Et ainsi, lorsque, au travers de ses propres recherches, il voyait que tel maître exprimait des choses qui ne collaient pas par rapport à sa logique, eh bien, il émettait des objections en exposant ses arguments, etc. Mais c'était vraiment, lorsqu'on comprend sa démarche, c'était vraiment pour chercher le sens, pour mettre en valeur le sens authentique du dharma, et non pas du tout pour être sectaire ou critiquer les maîtres du passé. Et cela, c'est bien, c'est évident, puisque dans les textes de louange, il n'hésite pas à être très élogieux vis-à-vis des maîtres qui l'ont inspiré, dont il a étudié les écrits. Et ensuite, mais il y a un point qui est curieux. Et du ce fait, en fait, comme lorsqu'on connaît ces démarches, donc même s'il a critiqué beaucoup de maîtres d'autres traditions, personne ne lui en tient rigueur dans les grands maîtres. Mais il y a une chose qui est très curieuse, parce qu'il a fait beaucoup de réfutations en termes de vue philosophique, par exemple à Tsongkhapa concernant la voie du milieu, ou également il a fait des objections par rapport aux vues de l'école Sakapa, etc. Et donc, mais ce qui est curieux, c'est que généralement, même si Mikyo Dorje, dans ses écrits, a opposé beaucoup de réfutations aux arguments philosophiques des écoles Sakya et Gelugpa, il n'est pas du tout réputé comme étant quelqu'un qui s'est opposé au Gelugpa ou au Sakya.
Mais au lieu de ça, en fait, on dit que Mike Dorje a fait des réfutations, s'est opposé à la tradition des Nyingmapa. Donc c'est très curieux et en fait c'est ce sujet qu'on va aborder là. En fait, le texte que je viens de mentionner sur la diapo avant porte sur ce sujet-là. En fait, à l'époque où Mike Dorje, 2 ans avant sa mort, à l'époque où Mike Dorje avait 46 ans, il y avait une lettre supposée écrite par Mike Dorje qui circulait et qui critiquait en fait les tantras de l'école Nyingmapa dans la région, dans le centre du Tibet. Et c'est devenu d'un coup comme ce texte de critique était devenu une base pour de nombreuses personnes pour critiquer en retour Mike Dorje. Alors ensuite, est-ce que Mike Dorje a véritablement écrit cette lettre de réfutation, cette lettre d'objection par rapport à l'école Nyingmapa? La question est s'il ne l'a pas écrit. Donc pourquoi est-ce qu'il a écrit donc ce texte de les graines de l'honnêteté qu'on vient de voir juste avant, donc ce texte qui répond à ces objections. En fait, dans le texte qu'on a vu dans la diapo d'avant, en fait, c'est un texte qui répond à des objections. Et en fait, ces objections, elles viennent, en fait, sont ces critiques qui ont été émises. Et donc, la question, en fait, est d'investiguer là-dessus pour savoir d'où vient la polémique. Donc, revenons au début. Donc, au début de ce texte intitulé Les graines de l'honnêteté. Donc, le manuscrit, vous voyez au-dessus, il est très long le texte. Vous voyez, la page, elle est extrêmement étendue. Et donc, en rouge, j'ai souligné. Je l'ai écrit en rouge juste en dessous. Vous voyez sur la diapo. Et donc, ce qui est écrit en rouge au début de ce texte. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que je dois le lire? Alors, non, ce qui est écrit, il dit du fait que je porte le nom de Karmapa, quelqu'un a écrit une fausse réfutation en utilisant mon nom de Mike Dorje. Et je ne comprends pas, donc je ne connais ni le nom de cette personne, ni ses intentions, mais le résultat est que cela a poussé de nombreuses personnes de Lutsan à nous considérer avec hostilité comme des personnes qui exposent des vues erronées et d'une façon insultante. Et afin d'éviter que ces méfaits se multiplient, eh bien, je réponds par ces écrits. Et donc, en fait, d'entrée de jeu, ce que écrit Mike Dorje lui-même, c'est que cette lettre de réfutation de la vue Nyingmapa, elle ne vient pas de lui. Mike Dorje lui-même dit que ça ne vient pas de lui. Il dit qu'il ne connaît pas l'auteur, ni ses intentions. Donc, c'est ce qu'il écrit. Il dit, je ne sais pas qui est cette personne, quelles sont ses intentions. Mais il précise, ce n'est pas moi. Et ensuite, lorsqu'on continue un peu plus loin dans le texte, et donc un peu plus loin, ce qui est écrit dans ce texte, il dit en fait dans cette lettre de réfutation, tout ce qui est écrit dans le passage où comprenant que c'est des écrits par le Karmapa adressé à Nyenmo à partir de conversations avec Tendro Lama Dzogchenpa, donc pendant le mois tibétain de l'année du Ra, etc. Il dit tout ce passage est faux. C'est ce qui est écrit ici. Et il dit, et il explique donc pourquoi c'est faux. Il dit à l'époque où donc c'est cette lettre qui objecte sur les vues de Nyingmapa, il dit donc à l'époque où la lettre et la date indiquée dans la lettre, il dit eh bien à ce moment-là, je séjournais à Nyemo et donc c'était à l'année du Ra de bois et il dit la personne qui est mentionnée dans le texte, je ne le connais pas, je ne connais personne sous le nom de Selama.
et puis, par conséquent, donc il dit le fait que de prétendre dans cette lettre que j'ai cela vient d'une conversation que j'ai eue avec ce lama est un mensonge calomnieux. Euh, ou alors ça vient d'une confusion. Et il donne encore d'autres raisons. Il dit que à cette époque, euh, le fait que dans la lettre il est écrit l'année du rat de bois est une erreur, car Mike Dorje est né en l'année du lapin de feu et de sa naissance jusqu'à la mort à l'âge de 48 ans. Et donc Mike Dorje est parti à l'année du tigre de bois. Et en fait, dans la période qui couvre l'année de sa naissance jusqu'à sa mort, il n'y a pas d'année du rat de bois. Et donc, il en déduit que la personne doit penser en fait à l'année du rat d'eau, du rat lié à l'élément eau. Et, et donc là, c'est une autre incohérence qui apparaît donc dans ce texte calomnieux. Et lorsqu'on cherche à identifier quand est-ce que cette lettre calomnieuse a été diffusée, alors ensuite, lorsque Mike Dorje avait 46 ans, donc 2 ans avant sa mort, il écrit une œuvre intitulée La fête des érudits, oui. Oui, il relate ce fait, où il évoque donc en fait que son œuvre hein, qu'on a sur la diapo intitulée Les graines de l'honnêteté donc ces objections en bref, donc il a écrit ce texte à l'âge de 46 ans et 2 ans plus tard, il décède en 1554 à l'année du cheval de bois. Et donc là, en fait, ce qui est mis en évidence, en bref, c'est les incohérences qu'il y a dans cette lettre qui critique l'école de Nyingmapa. Donc là-dessus, je n'ai pas, c'est d'autres extraits de ce texte que je n'ai pas besoin de lire. Je vous présente rapidement ces extraits, mais le point principal de ces réponses par rapport à cette fausse lettre. Donc quelqu'un a pris son nom, quelqu'un a dérobé son nom pour écrire ces critiques vis-à-vis de la lignée en fait vient soit pour des raisons de jalousie ou donc parce que le Mike Dorje avait une ample activité dans le dharma, il devait voir quelqu'un que ça déplaisait et pour nuire à la réputation de Mike Dorje. Donc c'est ce qu'il a écrit dans le colophon. Donc et donc dans les détails, donc là, en fait, donc dans la lettre, il précisait qui est le script, etc. Donc il faut savoir en fait qui est le maître et le disciple ici. Donc ici, Lama Karmachin Lepa. Donc, en fait, dans ce texte, donc le texte en fait est signé de Jamyang Shepa et qui a marqué que ça a été il a reçu la bénédiction par le titre de Karmapa dans la retraite de Nam Kadzong et que le script était Karma Chinle Jigmede. Et en fait, ici, en fait, il y avait 2 étudiants qui s'appelaient Karma Chinlepa. Le deuxième Karma, en fait le 2. En fait, des 2, un était étudiant, l'autre était le professeur. Donc,
en fait, donc il y a une relation de maître à disciple entre les deux karma chine. Donc il y en a un, c'est en fait karma chine sonam jinsin. Et le premier était au monastère de. Donc le deuxième, le script karma chine jigme de. Et donc et notamment le deuxième, le script était particulièrement reconnu comme étant très doué en poésie. Et Mikke Dorje également était très doué en poésie. Et puis Mikke Dorje était très habile dans les rituels du Vajrayana. En fait, le deuxième karma, ce n'est pas. Donc, ce qui est le script qui écrit qui signe, et donc ce Kamachenpa qui était très versé à la fois dans la poésie et dans les rituels du Vajrayana était aussi très loué par le 5e Dalai Lama. Et donc c'est lui dont parle le 5e Dalai Lama dans des écrits de louanges. Et par la suite, Mikke Dorje, en fait, a exposé clairement à ses étudiants par exemple, donc par exemple dans Pawotsuwa Chengwa dont on a parlé précédemment, donc il y a une œuvre de Pawotsuwa Chengwa appelée le Festin des érudits où il parle des récits de libération des grands maîtres de la lignée. Et donc, dans un passage, il est écrit donc, il écrit comme quoi donc il y a eu cette lettre calomnieuse vis-à-vis de la tradition Nyingmapa, une lettre calomnieuse qui avait signée au nom de Mikke Dorje, mais qui n'était pas de Mikke Dorje. Et que ensuite Mikke Dorje, pour rétablir la situation, donc a écrit ce texte intitulé les graines de l'honnêteté, où il répond à ses critiques. Et en fait, il se devait d'écrire ce texte intitulé Les graines de l'honnêteté parce que, en fait, les conséquences de cette lettre irrespectueuse qui objectait les vues sur les Nyingmapa, en fait, avait choqué beaucoup de gens dans la tradition Nyingma. Et comme cette lettre n'était pas de lui, donc il devait répondre d'une part pour rétablir la vérité et d'autre part pour montrer en fait pourquoi ce qui est la calomnie qui était disée, qui en fait n'était pas fondée. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Donc c'est un autre texte de Pao Tsuglak Chengwa, donc l'auteur du Festin des érudits. Donc dans un autre texte, il écrit. Donc, il dit en particulier une lettre empruntant le nom de l'espoir de tous les êtres en cette époque dégénérée, mon propre refuge suprême, dont le nom est difficile à prononcer, Mikke Dorje, est apparu grâce au pouvoir des démons. Donc, c'est cette lettre qui prend le nom de Mikke Dorje, apparue grâce au pouvoir des démons, bouleversant tous ceux qui ont foi dans la tradition Nyingma. Et le refuge exalté lui-même a écrit les graines de l'honnêteté. Donc Mikke Dorje lui-même a écrit ce texte intitulé Les graines de l'honnêteté. Une longue réponse. Cette réponse est remarquable. Alors lisez-la. Donc ça c'est donc là également, donc dans ses écrits de Pao Tsuglak Chengwa, il met bien en avant comme quoi donc la lettre d'objection originale ne vient pas de Mikke Dorje, elle contient donc des propos blessants, calomniants, et il encourage les gens à lire la réponse de Mikke Dorje, donc cette réponse intitulée Les graines de l'honnêteté.
Et puis ensuite, dans le catalogue des œuvres complètes de Mikyu Dorje, composé par le cinquième Shamarpa, le Koncho Yenla, euh, dans ce catalogue, il, il fait référence à ce texte, donc intitulé les graines de l'honnêteté, dont le nom, le titre complet, on l'a vu tout à l'heure, présentation des origines du maître et des enseignements incontestés, réponse à certaines objections concernant la tradition ancienne du mantra secret. Donc, en résumé, compte tenu de toutes ces données, donc, avec tout ce que l'on vient de voir, donc, de ce que l'on voit, donc ce qu'on en déduit, c'est que Mikyu Dorje et ses disciples c'est que, en fait, donc, ce qui est clairement mis en d'évidence, comme on vient de dire, c'est que cette lettre critiquant la tradition Nyingmapa est une fausse lettre, qu'elle ne vient. Mais malgré cela, donc le fait que beaucoup de contemporains de Mikyu Dorje, notamment dans la tradition de Nyingmapa, ont pris pour argent comptant que cette lettre d'objection était véritablement de Mikyu Dorje. Ils n'ont même pas eu de doute sur le fait que est-ce que cette lettre était vraiment de Mikyu Dorje ou pas. Ils l'ont vraiment pris comme étant une lettre de critique de Mikyu Dorje. Et donc ça, on le voit par le fait que c'est pratiquement ont répondu direct à la lettre d'objection, qui était une fausse lettre. Bien. Donc, comme je viens de dire, au Tibet, à l'époque, donc il y avait des érudits bouddhistes qui, en fait, quand ils ont vu cette lettre de critique de la tradition Nyingmapa, sans se poser la moindre question, ont tout de suite répondu, sans avoir. Donc, certaines réponses étaient polies, d'autres étaient stridentes. Donc, il y avait différentes sortes de réponses, mais la réponse montrait qu'il ne s'était pas posé de questions sur le fait que cette lettre puisse être une vraie ou une fausse lettre, et qui n'ont. Et donc, il y a beaucoup de raisons. Donc, par exemple, parmi les raisons qui font penser que ces érudits bouddhistes n'ont pas compris pour argent comptant que cette fausse lettre, n'ont pas compris que c'était une fausse lettre. C'est d'une part, c'est que probablement ils n'ont même pas vu la réponse. Donc c'est qui n'ont pas vu donc cette œuvre intitulée Les graines de l'honnêteté. Donc ils n'ont même pas vu la réponse de Mikyu Dorje à cette fausse lettre. Donc ils n'ont pas vu, ils n'ont pas lu cette lettre d'objection. S'ils avaient vu, ils n'auraient pas répondu de cette façon. Donc s'ils avaient vu cette lettre, cet écrit de réponse intitulé Les graines de l'honnêteté, ils se sont posé des questions sur le fait que c'était une fausse lettre ou pas. Parce que c'est tellement clairement écrit dans ce début de texte qu'on a vu les passages. D'entrée de jeu, Mikyu Dorje dit que cette lettre n'est pas de lui. Et il est très probable, au regard de la façon dont ces érudits bouddhistes ont répondu, qu'ils n'ont pas vu la réponse de Mikyu Dorje. Et aussi, à cette époque, donc ces lettres d'objection, de critique qu'on avait attribuées à Mikyu Dorje,
Donc, certains, en fait, ont vu que c'était une lettre pour inciter les érudits de la tradition Nyingmapa à un peu clarifier leurs enseignements. Et en fait, voilà, et eux, certains ont vu comme étant une critique comme étant une opportunité de demander à l'école des Nyingmapa de clarifier leur position. Donc, en fait, si par exemple, si un maître reçoit des critiques sur sa tradition et qu'il ne répond pas, donc d'une certaine façon, c'est un peu comme si on acceptait ces critiques. Donc, en fait, certains érudits pensaient que simplement que ils se sont dit, en fait, Mikio Dorji, en écrivant cette lettre d'objection ou cette lettre de critique, c'était pour leur donner une opportunité d'exposer d'une façon raffinée leur vue philosophique dans la tradition d'Enigma. En fait, il faudrait comparer en fait les similitudes et les discordances entre les réponses aux objections de Mikio Dorji et puis celles par des érudits contemporains Mikio Dorji. Nous voir un peu ce qui colle par rapport à la lettre de réponse de Mikio Dorji ou pas. Non, en fait, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire immédiatement. Ça demande beaucoup de recherche et puis il faut être minutieux sur le sens. Mais l'idée, c'est au travers de ces recherches, savoir si ces érudits, lorsqu'ils ont répondu, ont eu connaissance de la lettre d'objection de Mikio Dorji ou pas, la réponse aux objections de Mikio Dorji ou pas. Et donc, tout d'abord, sur cette diapo, le Tulku Natso Rangjol a écrit à cette époque une très connue, un texte. Donc c'était un maître de Karma Konshoyen là. Donc ce Tulku Natso Rangjol écrit l'année qui suit le décès de Mikio Dorji en 1555. Il écrit un texte intitulé L'étendue lumineuse du Dharma, une réponse aux questions posées par le Gyalwang Karmapa dans une lettre officielle. Et là, en fait, ce Tulku, pour lui, dans sa façon d'écrire, Mikio Dorji est à l'origine des critiques adressées au Nyingma. Ensuite, Yakde Dudzin, donc 3 ans après le décès de Mikio Dorji, Yakde Dudzin Khenrab Gyamtso a écrit donc un texte intitulé Guirlande de joyaux, réponse aux questions sur les origines du Dharma du Bouddha. Et là, en fait, dans cette œuvre, Yakse Dunzin Gyamtso donne des réponses à chacune des questions de la lettre d'objection au Nyingmapa. Il y répond en profondeur. Donc, il cite de nombreux passages. Donc, c'est pas juste une réponse directe, mais donc dans cette réponse, donc il répond en profondeur, comme on a dit, avec une histoire liée à l'histoire de la tradition Nyingma et également par la suite du Djön Rinpoche l'a également utilisé pour composer son histoire du Dharma. Alors, donc ici, Yakde
il y a d'une Kienrab-Diamso ici, en répondant aux objections. En fait, dans sa réponse, elle est profonde. Il raconte un peu toute l'histoire de la tradition Nyingmapa. Et dans les- et il a et en fait donc je vais pas lire depuis tout le début sur cette diapo, mais donc donc il dit donc il commence par faire l'éloge de voilà, donc ici il fait l'éloge de Mike Dorje et en disant donc qu'il est indissociable du Bouddha, etc. Et donc là également ici il dit que cette lettre est un faux et que donc sur cela il a écrit donc ce texte intitulé Guirlande des joyaux, une histoire des enseignements du Bouddha. Parce que euh, donc l'idée ici donc c'est que il écrit donc ce texte d'histoire. En fait, il écrit un texte d'histoire pour répondre aux objections et également pour dire que ces objections à la tradition Nyingma, en fait, elles ne sont pas fondées et qu'elles ne viennent pas de Mike Dongji. Et puis aussi, euh, donc le Kempo de Tsogenun Gang, en fait, donc on dit que c'est ce Kempo qui demande, qui était un disciple de Mikio Dorje et qui a demandé en fait à Mikio Dorje de répondre à cette fausse lettre d'objection à la tradition d'Enigma. Et donc ce Kempo dit que Mikio Dorje doit répondre à cette fausse lettre et qu'il doit également clarifier à cette occasion sa position afin d'éviter que s'accumule le karma du rejet du dharma, comme on avait évoqué tout à l'heure en commentant la 13e strophe. Et donc ce Kempo dit à Mikio Dorje qu'il doit faire donc une réponse historique pour mettre fin à ces objections mensongères sur cette fausse lettre. Et profiter donc de cette réponse pour clarifier les enseignements des Kagyu et des Nyingmapa. Et donc là également, ce qui est bien mis en évidence, c'est que cette lettre de critique à la tradition Nyingmapa ne vient pas de Mike Dorje. Et ensuite, une vingtaine d'années après le décès de Mike Dorje, donc il y a une vingtaine d'années après, Sogdopa Gyaltsen écrit un texte intitulé La foudre de la logique et des écritures, et il donne une réponse. En fait, il répond à la lettre du Karmapa Mike Dorje. Et il dit pourquoi il y a cette lettre d'objection. Il a dit c'est pour encourager les Nyingmapa à s'engager dans l'écoute, la contemplation et la méditation. Donc dans la lettre, donc littéralement c'est écrit dans la lettre de l'omniscient Gyalwang Mike Dorje concernant la conversation avec Tildo Lama Dzogchenpa, il y a plusieurs citations figuratives des Écritures. Dans la lettre écrite à il est dit ces jours-ci, ici au nord d'Uru, le Terton Changlokchen et d'autres émanations de démons, etc. En voyant de tels mots, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la vue et la pensée. Une telle manière d'interroger sont des questions éliminant et déracinant tous les doutes sur les Nyingmapa posés d'une manière profonde, vaste et difficile à appréhender. Elles ont et il a également écrit bien que j'ai vu 3 réponses faites aux questions de cette lettre, parce qu'elles n'ont pas bien saisi le sens des questions, elles n'enseignent rien d'autre que des réponses superflues et des mots sarcastiques.
Et de même, donc Sotopa Gyaltsen, donc qui a écrit sa réponse à donc, donc, en fait, on voit ici que Soktokpa Gyaltsen, avant qu'il écrit donc cette réponse, une vingtaine d'années après le départ de Mikio Dorje, en fait, donc il montre qu'il y a qu'il y a eu trois réponses déjà qui ont été faites par rapport à cette lettre. Donc il dit que donc, avant donc cette réponse de Soktokpa, il y a eu déjà trois réponses aux objections qui avaient été écrites, et dans ces réponses, il considère que voilà, lui, il comprenait que cette lettre de critique venait de Mikio Dorje, et que ces mots sarcastiques étaient en fait une façon d'exhorter les maîtres de la tradition Nyingma. Ensuite, l'extrait qui vient est un extrait de Récit de libération écrit par le 5e Dalai Lama. Donc, donc c'est écrit: le Seigneur Mikio Dorje écrit parfois que le mantra secret de la tradition Nyingma est un faux dharma. Parfois, il tient la Tsechu Puja de Guru Chuang. Lorsqu'il a rencontré Jigong Sopa Rinpoche, il a mis une dague rituelle et des robes tantriques sur sa tête en disant respectueusement: j'aimerais quelque chose comme ça, en exprimant beaucoup de respect. Lorsqu'il écrit dans sa lettre, donc comme au roi du Tibet à l'époque, donc c'est une lettre. Ces jours-ci, ici au nord d'Uru, le Terton Changlochen et d'autres émanations de démons, donc en référence à la lettre qui critique la tradition Nyingma, et il dit, et donc là-dessus, il dit que ces paroles en fait donc en fait dans cet extrait, en fait, Mikio Dorje est décrit comme quelqu'un qui n'est pas très stable dans sa tête, hein. Et qu'il est donc il est très curieux. Par moments, il critique les Nyingma, et par d'autres moments, il est comme complètement impliqué dans cette tradition, et donc ce qui est écrit est que il n'est pas très qui n'est pas très fiable. Et ainsi, donc ça vient, c'est un écrit qui vient du 5e Dalai Lama, et donc cet extrait montre que le 5e Dalai Lama considérait que cette lettre d'objection venait de Mikio Dorje. Et puis aussi, donc, dans un autre texte du 5e Karmapa, un texte sur les instructions reçues par le 5e Dalai Lama, il est écrit: les instructions du Karmapa Rongjung Dorje sur le cycle extérieur. Donc ici, donc il écrit une louange au Karmapa Rongjung Dorje, notamment sur son cycle, sur le. Donc par rapport à sa contribution par rapport à la lignée Nyingma, en disant que le Karmapa Rongjung Dorje a donc d'une certaine façon réanimé ou ravivé la tradition de Ngenlam Djewa Chukling.
Et il dit en fait que Mikio Dorje en fait ne s'inscrit pas dans cette continuation. En fait, le Dalai Lama, cinquième Dalai Lama, dit que Karma Rongjung Dorje est comme une émanation de Nganam Gyalwa Choring. Et par contre, Mikio Dorje, il émet quelques réserves. Et aussi, et donc là, cette réserve, le cinquième Dalai Lama l'écrit par rapport à cette faussette qui critique l'Enigmapa. Et ensuite, au XVIIIe siècle, donc dans le miroir des cristals des écoles philosophiques de Trinchini. Oh. Donc, enfin, c'est donc ici dans ce texte-là, du XVIIIe siècle, c'est un texte qui est donc est écrit comme si donc c'est un texte d'objection à la tradition Nyingmapa et qui s'appuie sur la faussette de Mikio Dorje. Et donc en considérant que cette lettre d'objection vient véritablement de Mikio Dorje. Ensuite, dans le Dharma du mantra secret d'Enigmapa, au XIXe siècle, donc il s'est écrit le 8e Karmapa a étudié le cycle de pratique de Tanak de Gyaltsab Tashi Namgyel et les a pratiqués, et qu'il a également écrit une sadhana combinant les 8 Karmapas, les 8 chants et 8 formes de Guru Rinpoche. Donc ici on parle, c'est un peu comme compris comme un Guru Yoga en 4 sessions, en se basant sur la tradition Nyingma. Et donc c'est décrit ici comme étant une école de perception pure. Et donc ici il dit en parlant du 8e Karmapa que ce maître a enquêté donc a fait des recherches sur la tradition Nyingma et dans l'intention de réfuter certaines personnes à l'esprit étroit, il a écrit sa propre réponse, graine de l'honnêteté, pour prouver qu'il s'agit d'un pur dharma. Et donc ici, dans ce texte du 19e siècle, par Guru Tashi, donc ici c'est clairement écrit. Donc le texte montre que l'auteur a connaissance de la lettre de la réponse d'objection, donc cette lettre intitulée graine d'honnêteté. Et donc pour lui, il met très clairement en évidence, justement en montrant que le 8e Karmapa a étudié les cycles de Tanak de Gyaltsab Tashi Namgyel, qu'il les a pratiqués, etc., en parlant donc de cette sadhana. Donc, il argumente clairement en faveur comme quoi Mikio Dorje, en fait, est un fervent soutenant des vues de l'école Nyingmapa. Et ensuite, Dzogchen Khenpo Pema. Donc, il suit le Khenpo donc, de Dzogchen. Et au 19e siècle, ensuite, donc brièvement, j'ai parlé donc de la réponse du Dzogchen Pema Gaja. Alors, je pense que la suite, j'en parlerai la prochaine fois. Ou également, dans l'ouvrage de Jangön Mipam Namgyel, donc un examen.
intitulé Guirlande de joyaux du Vajra. Donc, c'est qu'il y a un examen complémentaire sur les trois cycles, sur la nature de l'esprit. Et donc, Jamgon Mipam Namdiel, là, j'ai pas besoin de lire les extraits, tout ça. J'ai pas besoin de citer exactement ce qu'il a écrit mot pour mot. Donc, ce qu'il dit ici que, en fait, il évoque que le Mikke Dorje donc soutient l'école Shenton et que et ensuite il dit qu'il n'arrive pas à préserver sa propre tradition de l'école Shenton et comme il ne parvient pas à préserver sa propre école. Et donc en tant que en tant que tout coup supérieur, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Mais pour mais pour les autres qui n'ont pas donc sa carrure, donc c'est en fait c'est une réponse un peu sarcastique ici, un peu sarcastique vis-à-vis de Mikke Dorje. Et en bref, le troisième karmapa, Rangjung Dorje, et le septième karmapa, Choda Jamso, ont principalement en fait exposé la vue philosophique de leur lignée par rapport à la vue Shenton, alors que le huitième karmapa, en fait, c'est plutôt placé du point de vue Rangtong, ou la voie du milieu par rapport aux conséquentialistes. Et de ce fait, et également, en fait, il y a un lien très étroit entre la lignée Kagyu et les lignées Nyingma. Et donc, du fait que dans sa façon d'exposer les choses, le huitième karmapa l'expliquait ou l'exposait plus du point de vue Rangtong que Shentong. Donc, certains maîtres lui ont fait le reproche de ça, comme par exemple, Gyatun Chada, il dit donc il parle que donc il dit en fait il y a une accusation donc en fait, ça parle une accusation par rapport à une statue. Et donc en fait, donc il y a une accusation comme quoi Mikke Dorje aurait détruit une statue et là-dessus Mikke Dorje répond ensuite avez-vous donc déjà détruit, en fait une partie de la statue était déjà détruite, donc c'est statue faite par le Terton Sangye Lingpa. En fait, non, c'est Gyalten Jalalwa, donc demande à Mikke Dorje s'il a détruit une partie de la statue faite par Terton Sangye Lingpa. Et là, il répond comme quoi la statue était déjà fendue et cassée et que c'est lorsqu'on avait essayé de restaurer le monastère de Selagan
que moi-même, donc Mikio Dorje, a entendu parler de que ces statues a été brisées. Et en fait, que ces événements soient produits montre que les personnes qui ont été très attachées à la tradition Nimapa ont continuellement critiqué Mikio Dorje. Et j'aborderai plus tard le sujet donc concernant donc ces vues Shenton. Mais là, j'ai discuté de nombreuses preuves et raisons pour lesquelles en fait comme quoi Mikio Dorje en fait n'a pas écrit cette lettre d'objection à la tradition Nyingma. Et aussi, on peut dire que sur la base de la lignée Kamakam Sang, c'est dans la lignée Kaju, et nos protecteurs que sont Bernard Chen, protecteurs de Dharma que sont Bernard Chen, Padel Lamo, en fait, les deux sont probablement issus tous les deux de la tradition Nyingma. Et les protecteurs tels que Damchen et Shinkyong apparaissent également dans la tradition Nyingma. Et par la suite, on a souvent dit qu'au sein de la lignée de Mikio Dorje, que la Mikio Dorje s'est opposée au Nyingmapa. Et de suite que par la suite, beaucoup en fait, c'est venu comme une fausse une réputation. Donc il vient cette donc, ensuite concernant le fait que est-ce que Mikio Dorje a enseigné les vues Shenton ou pas, j'aborderai ce sujet plus tard. Mais ici le point essentiel, c'est que Mikio Dorje n'a pas écrit cette lettre qui critique la tradition Nyingma et on a exposé les raisons pour lesquelles cette lettre est fausse. Et on va en rester là pour aujourd'hui et terminer avec les prières de dédicace.